Le vent de l'échec apporte toujours les semences de la réussite prochaine. Rien ne peut motiver plus un homme que ce qui vient de lui-même. L'électrocardiogramme, c'est les battements du cœur. Quand on regarde la courbe, elle monte. Ouais. Après, elle part dans le positif. Après, elle revient dans le négatif. Elle repart dans le positif. Après, elle revient dans le négatif. Le jour où on est mort, la courbe devient lisse. Ça veut dire que tant que tu vas rester dans ton train, oui, ça sera comme si tu es mort, en fait. Je ne vis plus, quoi. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est il ne faut jamais se prendre au sérieux. Ce n'est que quand on se prend au sérieux qu'on est affecté par les événements de la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'après vos expériences et tout? Comment est-ce qu'on se relève d'un échec? Le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le taureau par les cornes. Sauf que j'ai attendu le bon moment pour prendre le taureau. Il faut prendre le taureau par les cornes, mais il faut savoir quand prendre le taureau par les cornes. Parce que la première fois, je dis mon plus grand échec, c'était le TOEIC, parce que bon, c'est vraiment celui qui allait avoir le plus gros impact, comme je disais en début. Et ce qui s'est passé, la première fois que j'échoue, c'est en 2019. Oui, quand je suis en 4e année. Première fois que j'échoue le TOEIC, c'est en 2019. Jusque-là encore, ça va, parce que je peux encore rattraper en 5e année. 2019 a été quand même une année assez difficile. L'année 2018-2019 a été assez difficile. C'est-à-dire que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place, parmi lesquelles un fait. Là, on me fait, je travaille mon argent, on me paye. Je ne peux même pas manger mon argent parce que l'argent, l'on m'a fait. Comme fait, ça, pour ceux qui ne sont pas camerounais, fait, ça veut dire escroquer. Voilà, donc tu finis de travailler ton argent, on t'escroque et on t'escroque tout. Même pas, on te laisse même pas la quantité pour payer le loyer. On t'escroque comment? Oui, avec un faux chèque. Ah. Avec un faux chèque. Il faut faire très attention au chèque que les gens vous donnent. Hein. Très attention. Ouais. Avec tout ça là, il faut encore réfléchir qu'il faut passer le TOEIC. J'avais trouvé, par la grâce, j'avais trouvé un travail, un job étudiant qui a été vraiment mon sauveteur. J'ai travaillé mon job étudiant assidu. L'ANAC, c'était en janvier. Je me relève de ça. Et il faut encore, en plus, passer les examens, réussir l'année. Et il faut passer le TOEIC. Donc, le TOEIC, je le rate. Voilà, après, le niveau d'anglais, même tout ça joue. C'est-à-dire que même le niveau d'anglais, tu veux même étudier l'anglais, mais il y a d'autres problèmes à côté. Et il y a une chose de bien dans cette situation difficile que j'ai vécue, justement en 2019, c'est que j'ai réussi à obtenir une année de césure de l'école. Et pendant cette année-là, les premiers mois, c'est-à-dire que en 4e année, je dois faire un stage. Je ne trouve même pas le stage. Et je devais chercher le stage aussi en même temps. Je ne trouve même pas le stage. Pré-ingénieur. Et puis je demande à l'école que bon, quand on voyait là, c'est dur, c'est chaud. Là, si je pars en 5e année, et je dis clairement ça, si je pars en 5e année, je sors les pieds devant. Ouais, c'est tellement, je veux dire comment, c'est tellement en train de me presser que je sens que si j'entre en 5e année, la façon dont j'ai fait la 4e année, c'est sur un pied. Si j'entre en 5e année, je sors les pieds devant, ça c'est sûr. Ça veut dire que je sors dans le cercueil. Vous voyez, seulement rapatrier mon corps. J'ai fait l'année de césure. Les premiers mois, c'est simple. Voilà, le premier mois, là, je me relève déjà. Je commence à comprendre peut-être ce qui se passe. Voilà, je réalise. Et après, j'ai découvert la lecture. Avant, je ne lisais pas. Et puis, j'ai commencé à comprendre certaines choses en 2019. Mais là, on est plus vers octobre, oui, des trucs comme ça. Et le but aussi, c'était de pouvoir travailler et payer la scolarité. Donc, je réussis à trouver mon arrangement. À partir d'octobre, je commence à payer la scolarité. Je sens un peu, je commence à revivre. Je comprends beaucoup de choses quand je lis les livres sur la psychologie. Et puis, je me dis, mais en fait, l'histoire du TOEIC, là même, je crois qu'il y a plus urgent. Il faut d'abord payer la scolarité. Il faut d'abord remettre le compte de la scolarité à zéro parce que je finis une 4e année où la scolarité est payée à 30%. Par la grâce, je finis par trouver tout ça. Et vu que j'avais beaucoup de temps pour moi, au début, on se dit, bon, on a beaucoup de temps. Je fais d'abord les choses que tout le monde va, je regarde les films, machin. Sauf qu'à un moment, ça commence à devenir lassant. Donc, obligé de faire d'autres choses. Et c'est comme ça que je commence justement la lecture. J'apprends des choses, j'apprends plein de choses. Et là, je n'abandonne pas complètement l'anglais parce qu'au même moment, je me dis, bon, même si je dis que le TOEIC, ce n'est pas le moment, je vais quand même faire des petits pas. Où je commence à regarder, par exemple, les séries en anglais. Je voyais les films ne me réussissaient pas trop parce qu'un film va faire 2 heures. Il faut que je réussisse à comprendre le texte, comprendre ce que les gens disent, comprendre le contexte, comprendre en 2 heures, c'est trop court. Donc, je prenais les séries.
Ce qui fait qu'avec le temps, je parviens à comprendre l'intrigue déjà. Donc, ça fait que je peux être focalisé plus maintenant sur ce que les gens disent. L'année où je reviens en 2020, en 5e année, je refais le TOEIC. Parce que voilà, à l'école, on peut faire en 4e, en 5e année. En 5e année, je refais, je rate. Et puis là, il me dit que bon, là, ça commence à être chaud quand même. Je suis en 5e année, là, c'est la fin. J'avais dit que les autres TOEIC qu'ils avaient fait, il va falloir que je sorte maintenant de ma poche. Parce que à l'école, c'était encore compris, mais il faut voir maintenant que... Donc, il commence à dire que non, ça commence à être chaud. Mais même jusque là, c'est pas très chaud. Parce qu'il y a encore plus d'urgent. Il faut trouver le stage de fin d'études, il faut valider la 5e année, il y a les projets d'options qu'on donne, il faut encore valider l'année. Et puis le TOEIC, je me dis, il y a peut-être moyen, mais je ne sais pas encore comment, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là, nous sommes en 2020-2021. 2021, on est censé commencer le stage en février, je n'ai pas trouvé le stage. Donc, pour dire que le TOEIC vraiment devient le dernier de mes soucis. Mais je ne l'oublie pas. Mais ça devient quand même le dernier de mes soucis parce que là, il faut que je trouve le stage de fin d'études. J'avais commencé le permis. Il fallait que je finisse le permis. Donc, en même temps, il faut travailler pour payer le loyer, manger, payer le permis, trouver le stage de fin d'études. Et il y a encore l'école qu'il faut payer. Il y a encore l'autre partie là, parce que maintenant, il faut payer la 5e année. Le TOEIC est toujours en stand-by. Parce que là, maintenant, j'avais compris dès le départ que le TOEIC, il fallait vraiment... Je n'étais pas psychologiquement prêt, même pour apprendre pour le TOEIC. Parce que j'avais d'autres choses qui étaient, je veux dire, beaucoup plus urgentes. Qui occupait ton esprit en tête. Oui, c'était surtout beaucoup plus urgent à gérer. Trouver le stage était beaucoup plus urgent que passer le TOEIC. Ouais. Tu vois, si je ne passe pas le TOEIC, l'incident, c'est que je n'ai pas le diplôme. Le diplôme, c'est après le stage. Donc, il faut d'abord trouver le stage. C'est-à-dire que je me concentre sur ça, mais justement, comme je dis, en gardant des petits trucs, des petits moments où voilà, je vais faire quelques tests de TOEIC pour voir si j'ai un peu évolué au niveau du listening. C'est comme ça que voilà, je fais mon stage entre août et février de 2022, entre août 2021 et février 2022. Quand je finis, il y a le titre de séjour maintenant qui court toujours. Et puis, je me dis, là, j'ai fini le stage. J'ai validé tout. Ce qui concerne l'école, il reste le TOEIC. Qu'est-ce que je fais après? Où intervient maintenant mon cher frère Arnold, qui me dit non, il faut qu'en backup, tu t'inscrives dans une université. Voilà, lui aussi, il est entré en Master SP. Et puis, il me dit non, il faut que tu viennes aussi faire ceci, comme ça, dans le but de me protéger. Tu vois? Et ça parle justement l'intention est là, c'est que non, il ne faut pas que tu arrives à la fin de ton titre de séjour et puis tu n'avais pas prévu, puis tu finis souvent à la rentrée. Ouais. Tu n'avais pas... pour le moment où on postule, c'est souvent la zone mars-avril. Sauf que cette zone-là, j'ai dit à mon typo que non, je ne m'inscris dans aucune université. Il m'envoie même les liens et tout. Non, inscris-toi. J'ai même les contacts à l'intérieur. J'ai dit non. Il est là. Il peut dire. J'ai dit non. C'est le TOEIC ou la mort. Donc là, je passe le TOEIC ou je passe. Je ne sais pas encore comment il va faire. Mais je vais passer. C'est comme ça qu'il finit par se résigner que bon, le gars a vraiment décidé que c'est là-bas qu'il va partir. Parce que je me disais, si je prenais une université encore à côté, ça pouvait être comme un échappatoire. Et je pouvais redire, non, il y a encore les cours de l'université. Donc, tu vois, ça pouvait être un échappatoire. Ouais. C'est comme ça que je choisis dans ce chemin-là. Et je me dis, bon, maintenant, là, il faut trouver comment faire pour réviser maintenant, pour le TOEIC, vu que là, c'est le dernier objectif, là, c'est l'objectif ultime. Et un soir, en me promenant voilà, sur Twitter, réseau, voilà, j'étais très actif. Je rencontre celui qui a été mon mentor en anglais, Boris, je te salue. Enfin, on discute par message Twitter, et puis je lui dis, bon, actuellement, je suis niveau B1, je vais passer le B2. Est-ce que... Il est au Cameroun. Et il me dit, oui, c'est possible. Voilà, il faut qu'on fasse un test. Et puis, comme ça, je prends contact avec lui, on commence à échanger. Il me fait passer son test, il voit bien, voilà, je suis B1. Voilà, il me donne son tarif et puis on commence à faire des cours. Il me garantissait voilà, une certaine périodicité, une certaine intensité de cours par semaine. Et ces cours étaient très méthodiques. Là, on est en avril 2022. Avril 2022, on a fait les cours jusqu'à août 2022. Et ces cours étaient très méthodiques. Nous, généralement, quand je voulais réviser pour le TOEIC, je faisais les TOEIC. Je faisais plein de TOEIC, je faisais les TOEIC, machin. Parce que c'est ce que je voyais les autres faire. Faire les TOEIC. Sauf que lui, il m'a dit non. Il faut comprendre la base. Si tu veux seulement faire les TOEIC, tu vas courir sur le temps. Il faut que ce soit le temps qui court sur toi. Donc, il faut que tu comprennes la base. Et c'est comme ça qu'on a repris l'anglais depuis la base. Voilà, on a repris, on est passé. Avec lui, je ne pense pas qu'on a fait 3 TOEIC officiels, 3 TOEIC entiers. Quand je m'inscris à un mot TOEIC, je ne lui dis pas.
Je ne lui dis pas. Il me disait, mais tu es après. Je pense que tu es après, il faut t'inscrire. Je me suis inscrit, je n'ai pas dit la date. C'est quand j'ai eu le TOEIC que je lui envoie maintenant le truc de Réussite. ETS. Ouais, Voilà. ETS. C'est où j'envoie le bordereau de réussite. Lui me dit, je savais que tu t'étais inscrit, mais tu ne voulais pas seulement dire. Tu vois? Et c'est donc cette méthodologie-là que j'ai suivie. J'ai d'abord, au départ, si je veux résumer en fait, j'ai d'abord accepté que je n'étais même pas prêt à aller m'asseoir pour passer le TOEIC. J'ai essayé de prioriser. Voilà. Maintenant, actuellement, là, c'est quoi le plus urgent? Parce que le plus urgent n'est pas forcément le plus important. Il y a le plus important qui peut être le plus urgent. Il y a le plus important qui peut être le plus urgent. Voilà, il faut pouvoir caler ça aussi. Ça, c'est aussi un truc que j'ai vu. Voilà, c'est ça. Et c'est un truc que j'ai vu dans un livre que j'ai lu justement fin d'année dernière même. Et c'est quelque chose que j'appliquais déjà. C'est-à-dire que tu divises entre pas important, pas urgent, urgent et important, urgent et non important. Ouais, il y a un livre, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qui Ah oui, entreprennent. bah, ça c'est pas moi, c'était un autre livre. Il applique un peu cette... Oui, voilà. Donc, j'avais procédé méthodiquement comme ça. Et puis, au moment où je me dis, bon, j'ai déjà coché cette case, le dernier truc qui me reste, c'est le TOEIC. Je me donne maintenant les moyens. Et à ce moment-là, je ne donne pas les petits moyens. Je n'ai pas loupé un cours d'anglais. C'est-à-dire que je n'ai pas reporté un cours. Peu importe où ça me prenait, peu importe l'heure. On avait ya les heures, non? Je connaissais le programme. Je faisais mon cours d'anglais. Assidu. Ouais. Voilà, concentré. Jusqu'à la fin, voilà, j'ai pu avoir le TOEIC. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour. Vous pouvez vous recueillir des REX et des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs, qui, je vous l'assure, peut vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Et donc, Dylan, son expérience est assez riche, il y a beaucoup de leçons qu'on peut en tirer. Maintenant, toi, Arnold, comment est-ce que toi tu sors de l'échec? Comment tu utilises l'échec pour... comment tu te relèves d'un échec? Ça peut être assez difficile de parler de cet échec violent qui a eu lieu il y a presque 20 ans aujourd'hui. Parce que j'étais encore quand même très jeune. À ce moment-là, ça peut être très violent. Hein. Voilà, et je n'avais pas forcément de manière de comprendre. Je n'avais pas vraiment que tu as aujourd'hui. Tout à fait. Mais aussi fidèlement que ma mémoire me représente cette époque-là et comment j'ai vu la chose. J'ai vécu l'échec de... Qu'est-ce qui m'a permis de ressortir? J'étais motivé par l'idée de montrer à ma mère qu'elle n'avait pas raison de me dire ça. C'était une sorte d'orgueil. Je peux. Voilà, je peux... De bon orgueil. Voilà, justement, je peux... Un orgueil bien placé, quoi. Je peux y arriver, je peux le faire. Et étant réinscrit à un concours dans la 6e, cette fois-là, j'ai réussi haut la main. Et j'ai eu une très, très belle scolarité où j'étais brillant, mais jamais motivé. C'est à ce moment-là également que j'ai compris que... rien ne peut motiver plus un homme que ce qui vient de lui-même. Si ça ne doit venir que de l'extérieur, ce sera toujours temporaire. Voilà. Et ça me permet justement d'embrayer sur un échec beaucoup plus récent, dont j'ai encore souvenir aujourd'hui. Hein. Oui.
Voilà, qui m'a également secoué. C'était, je vous parlais de l'Université de technologie de Compiègne, où j'étais forcé de stopper ma scolarité et également de me réorienter. Ok. Et donc, à ce moment-là, parce que nous étions voisins, je lui partageais déjà, moi, ma façon de voir la chose. Je ne me sentais plus à l'aise par rapport à cette formation, par rapport à l'école. Je ne me sentais plus à ma place. Je voyais également ça comme un échec parce que tout le monde, mes proches me disaient, c'est une belle école, il faut que tu sors de cette école-là. Et cette pression externe-là me forçait à aller même vers ce que je ne souhaitais pas forcément pour moi. Et il y a ceci de beau que moi j'ai découvert à cet instant-là, d'ailleurs, je ne sais même pas comment. Je crois que c'est un de mes cousins, Axel, mon petit cousin, qui m'a partagé cet ouvrage-là de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Et le diable lui disait, les graines de l'échec, le vent de l'échec apporte toujours les semences de la réussite prochaine. Et donc, dès cet instant-là, je me suis dit, écoute, je peux réussir partout. Il suffit juste que je m'en donne les moyens, que j'y crois. Et je vous parlais tout à l'heure des relations qu'on se crée, que le fait de ne pas être chez soi nous force à nous créer. Moi, je rencontre un très bel ami avec qui aujourd'hui nous partageons toujours de très bons rapports. Wilfried, vous le connaissez d'ailleurs tous. Oui, et voilà, et nous étions à un match de football. C'est aussi anodin que ça. On jouait la santé. Et je lui dis, bon, écoute, moi, je partage même aujourd'hui telle aspiration. Moi, j'aimerais plutôt me diriger vers le secteur industriel et tout. Et je lui dis, voici ce qui me motive. Il me dit, ah, c'est bien. Il y a une formation là qui pourrait vraiment t'intéresser. Je dis, laquelle? Il m'en parle. Il me dit, écoute, j'appelle la responsable de la formation et je te reviens. Il appelle, il lui dit, oui, son profil pourrait m'intéresser. Voilà comment ça s'est fait. J'ai candidaté, j'ai été admis. Les 2 plus belles années de ma vie. Déjà, qu'en arrivant, il souhaitait juste que je ne fasse qu'une seule année. Pourquoi? Uniquement la 5e année, parce que j'avais déjà quand même un certain background et tout, avec un Master 1, un niveau Bac plus 4. Et elle me dit, et moi je lui dis non, j'aimerais beaucoup découvrir ce que c'est quoi le génie industriel pour savoir ce que c'est. Donc j'ai fait, voilà. Donc je l'ai vécu, ce qui m'a fait passer au-delà, c'est les échecs précédents qui m'ont laissé comprendre que je ne suis personne. La vie peut me renverser quand elle le souhaite. Mais moi, ce à quoi je suis tenu, comme tu le disais, je ne peux faire que ce qui dépend de moi, c'était de me relever à chaque fois que je tombais. Et pour me relever, je me suis rendu compte que, voilà, je me suis justement rendu compte de ce que souvent on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin des autres. C'est pour ça qu'il faut toujours être très bien entouré lorsque on est en situation d'échec, parce que les autres... Même en situation de réussite. Oui, même en tout le temps, il faut être bien entouré. De réussite, mais... Parce que lorsque tu vas arriver dans un moment... Mais l'échec isole. La réussite n'a jamais isolé quelqu'un. Sauf s'il a peur des sorciers, je ne sais pas quoi. Parce que quand on réussit, il y a toujours tout le monde qui est là et tout. Mais l'échec isole beaucoup parce qu'on a peur, on a honte de soi-même. C'est à ce moment-là qu'il faut aller vers les autres. Surtout se rassurer que ces personnes soient bienveillantes. Aller vers les autres parce que c'est en échangeant avec les autres qu'on peut se redécouvrir soi-même et aller vers de nouvelles choses. Et que la remise en question même apporte plus de fruits. Parce tout que à fait. C'est là où les retours d'expérience parfois sont similaires à la situation tout à fait. Tout à fait. On n'est pas le... Moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais dire à un auditeur qui passe par une situation d'échec, c'est que tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier, tu n'es pas le seul. Et que tu vas même encore échouer. Oui, tu vas encore échouer, mais tu vas te relever parce que tant qu'on est en vie, on ne passera que par ça. C'est des successions, c'est des cycles. C'est pour ça que même que pardonnez la digression, mais ça ne sert à rien de courir derrière le bonheur parce que ça sert à quoi d'avoir quelque chose qui disparaît? Ça disparaît, dès qu'on tombe, ça disparaît. Ce qu'il faut chercher, c'est toujours chercher à tout donner. C'est tout ce qui compte. Tout donner. Je dis, j'ai tout donné. Et je savais que je ne pouvais pas encore tout donner. Et je savais que j'avais encore quelque chose à offrir. Et c'est ça que j'ai fait. Mais pour y arriver, j'ai cru en moi. J'ai su que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation qui se passe mal qu'il faut rester. Non. On peut aller chercher mieux ailleurs. Il ne faut pas avoir peur, comme dans la Bible, de changer de pays, comme Moïse, par exemple, ou comme Abraham, de changer, d'aller ailleurs voir autre chose. Surtout,
faut pas avoir peur de parler de nos échecs aux autres, de ce qui nous fait peur. Si quelqu'un nous juge, c'est parce que la personne ne nous comprend pas. Tu n'es pas responsable. Et on va ailleurs. Tu n'es pas responsable de son jugement. Tout à fait. On va ailleurs rechercher cette écoute-là. Et le dernier aspect, c'est, moi je dis, et moi c'est ce que j'ai retenu de cet échec-là, c'est, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est il ne faut jamais se prendre au sérieux. Ce n'est que quand on se prend au sérieux qu'on est affecté par l'événement de la vie. On n'est rien, on n'est personne, on peut passer par n'importe quoi, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. Oh, on se prend trop au sérieux. Beaucoup trop. On se prend beaucoup trop au sérieux. Beaucoup trop au sérieux. J'ai vu un monsieur, je ne me rappelle plus du nom, qui disait que la raison pour laquelle beaucoup de personnes se prennent trop au sérieux, prennent la vie trop au sérieux, c'est parce qu'on vit entre le salut et la damnation. Tu vois? On veut le salut, on ne veut pas tomber dans la damnation. Donc, on va prendre ce qui est entre les deux hyper au sérieux. Donc, forcément, ça vient avec ce que ça vient. Ouais, ça, ça me fait penser à une citation de Eskeli, un grand philosophe Zouglouman. Bon, il est mort dans une chanson où c'est Zaïko avec les Wano. Quand la chanson commence, il dit « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. » Et au début, je suivais cette phrase, je ne comprenais pas, mais c'est peut-être 3-4 mois en écoutant la chanson. Plus tu écoutes et surtout plus tu fais le lien avec ce que tu... Je me disais, c'est très profond cette phrase. Et c'est vraiment ça, c'est que on ne maîtrise pas. Du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Comme du jour au lendemain, tout peut exploser. Il faut, comme on a dit durant tous les chants, c'est... Faire des petits pas. Faire des petits pas chaque jour. Il faut pouvoir faire des petits pas vers... Pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai fait ma part. Oui, il faut pouvoir se dire aujourd'hui, j'ai fait ma part. Et moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est encore... Je vais redire. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on a parlé des échecs à l'école, des échecs dans le monde professionnel, des échecs au TOEIC, mais il y a aussi des échecs personnels. Il y a des échecs dans des relations, des échecs dans généralement à cause des fois de la communication et tout. Et c'est important de comprendre que le fait de toujours se prendre au sérieux est souvent responsable des échecs qu'on a dans la vie, dans nos relations interpersonnelles avec les autres. Ouais. On se prend énormément au sérieux et parfois il faut lâcher. Il faut péter un coup. La vie est belle. Il faut toujours penser, parce que ce phénomène-là se passe même dans notre corps. Mais comme on ne veut même pas voir en nous l'électrocardiogramme, c'est les battements du cœur, quand on regarde la courbe, elle monte. Ouais. Après, elle part dans le positif, après elle revient dans le négatif. Elle repart dans le positif, après elle revient dans le négatif. Le jour où on est mort, la courbe devient lisse. Et quand elle ne tombe pas dans le négatif, elle descend. La courbe devient lisse. Ça veut dire que le jour où, tant que tu vas rester dans ton train, oui, ça sera comme si tu es mort, en fait. Tu ne vis plus, quoi. Donc, il faut pouvoir sortir pour pouvoir, pour pouvoir, je ne sais pas si je vais dire vivre, mais c'est un peu comme ça que ça se représente. Ouais. En tout cas, comme vous l'aurez compris, là, on arrive au terme de cet échange. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo. Et on espère que il y aura plein de trucs, vous apprendrez beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous partager les échecs que vous avez rencontrés et les leçons que vous avez tirées de ceux-ci autant pour moi. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt et dans l'espace commentaire. Peace.